Bonjour à tous et bienvenue Bonjour. dans cette toute nouvelle émission de Cinéphos. Bonjour Fabien. Ça va, Romain? Ça va, ça fait très cosy un petit peu. C'est ça. Non, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Alors Philippe n'est pas là pour cause de grève. On va dire ça comme faut être honnête. De On transport. est honnête avec nous, cher public, on a un problème de transport. Mais c'est pas grave puisque c'était pas forcément l'émission de Philippe, mais plutôt l'émission de Fabien cette fois-ci. Puisque on est en juin. Et qui dit juin Dit Fabien. 2016 dit anniversaire Oui. de la création de Frankenstein, le roman Frankenstein ou le Prométhée moderne, Tout à fait. ça c'est le titre très long, de Mary Shelley. Et en fait, effectivement, en juin, en fait, c'est l'anniversaire de la création du monstre, en fait, la fameuse nuit. Raconte-nous cette nuit formidable. Donc en fait, il y a 200 ans, la jeune Mary Godwin, qui Oui, n'est qui n'est pas encore Mary pas encore Mary Shelley, donc a été invitée en Suisse, à la villa Giudatti, par Lord Byron, Grand poète. Hein. grand poète anglais, décadent, tout ça. En fait, pour passer des vacances, Normal, voilà, près des lacs, Un peu les petits mouchoirs. Voilà, près des lacs, C'est près des lacs oui. suisses, quoi, vacances d'été, quoi. Et donc en fait, un soir, ils ont fait. Elle était avec son mari d'ailleurs. Elle était avec donc Son futur mari. son compagnon, Son qui futur n'était pas mari, encore son mari, donc Percy Shelley aussi, Aussi un grand poète anglais. Et en fait, ils ont fait un concours, un soir, ils s'embêtaient, ils ont fait un concours d'histoire pour se faire peur. Et Lord Byron a fait une histoire de vampire, qui allait devenir petit à petit une histoire de vampire, parce qu'il y avait aussi son médecin personnel, donc le docteur John Polidori, qui lui a retravaillé ensuite cette histoire pour donner. Le bouquin Le Vampire. Ouais, c'est ça. tout à fait. Et donc Mary Shelley est arrivée, non pas avec son roman sous le bras, mais elle a raconté le passage de la création de la créature, en fait, du monstre. Voilà. Donc on dit que c'est là où a été créée l'histoire. Tout à fait. Ensuite, évidemment, elle va écrire le roman. Elle va être soutenue par son futur mari qui va l'aider parce qu'elle n'est pas du tout connue, elle est mineure au moment Alors, de la. elle a 18 ans, Voilà. parce que le roman a été publié par contre en 1917, et en fait ce qui se passe, c'est que le roman était au début publié de façon anonyme. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas mis son nom sur le bouquin, et toutes les critiques s'étaient emballées à l'époque, ils se disaient mais c'est formidable, mais qui a écrit ça? Et au début les gens pensaient C'était le mari. que c'était Qui Percy avait, Shelley, ouais, tout à fait. ouais. Alors en plus, c'était une femme, en plus de ça, elle était mineure, donc c'était difficile de lui Ça, c'était assez provoquant, mais parce qu'en plus, Shelley avait quitté sa femme et ses enfants pour Voilà, vivre avec elle, donc Voilà. avec une mineure. Donc c'était Tout à effectivement assez. C'était Moderne pour l'époque, quoi. C'était un peu scandaleux surtout. Ouais. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, quand Marie a révélé que c'était elle, l'auteur du bouquin, il y a un critique qui a dit, on voit ça dans l'époque, hein, bien sûr, il y a un critique qui a dit, pour un homme c'est formidable, pour une femme c'est extraordinaire. Voilà. Non, mais je te jure, aujourd'hui tu dis ça, tu te fais défoncer, mais à l'époque c'est ce qu'elle avait dit. Ouais. Non, mais ce qui ça m'étonne pas. montre bien l'état d'esprit de l'époque. En gros, t'es une femme, tu sais pas écrire, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que cette soirée-là, on a créé Frankenstein et le vampire. Donc, ils ont quand même créé quasiment deux des plus grands mythes modernes qui ont été récupérés partout, c'est-à-dire le mythe de Frankenstein et le mythe du vampire, qui sont ensuite le livre Le Vampire va donner, enfin ensuite ça va être la descendance avec Dracula. Ça va donner des avatars qui vont donner Dracula. Et donc c'est Stephen King qui en parle d'ailleurs dans un de ses bouquins où il dit qu'il y a trois grandes structures, enfin trois grands romans qui seront les structures principales, les structures importantes, essentielles dans la création de tout l'imaginaire fantastique et même au-delà dans le monde occidental. C'est Frankenstein, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde et c'est le vampire. Et il y en a deux qui ont été créés dans cette soirée-là. Donc ça méritait une émission de Cinéphos, on est d'accord. Donc on va parler un peu de Frankenstein, on va évidemment parler de Frankenstein sous l'angle cinématographique et un petit peu parler des adaptations, parce que ce qui est intéressant avec Frankenstein, c'est un peu l'idée d'un cadavre esquisse, c'est un petit peu la vanne, mais dans l'idée où en fait chaque film Frankenstein a rajouté une pierre à l'édifice et a plus ou moins mixé dans l'esprit des gens ce qu'était Frankenstein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tous les derniers films de Frankenstein, alors, il y a eu quelques adaptations de Frankenstein récemment, il y a eu le Victor Frankenstein avec James McAvoy et Radcliffe, donc le Harry Potter où il jouait un Frankenstein avec Igor qui était sympa, qui l'aidait, etc. Une espèce de Frankenstein post-Sherlock de Guy Ritchie. Et il y a eu aussi le Bernard Rose, qui est donc le restaurant de Candyman, qui est revenu avec un film de série B
qui a adapté Transposer le roman transposé dans le monde moderne. Dans Los Angeles contemporain. Voilà, dans Los Angeles dégueulasse de maintenant, mais du point de vue en plus de la créature, en C'est ça. utilisant la voix off précise du roman. C'est-à-dire que ce qu'on entend en voix off, c'est la voix off du roman qui n'a pas été changée du tout. Et ça marche assez bien. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, à chaque fois, au fur et à mesure, il y a le mythe s'enrichit à un point où on ne sait plus trop qu'est-ce qui a été. Qu'est-ce qui était dans le bouquin, qu'est-ce qui est dans le bouquin, qu'est-ce qui est dans le film, etc. Et dans les pièces de théâtre aussi. Et dans les pièces de théâtre, exactement. Donc on va peut-être parler du coup de la. Donc on a parlé de la création, on va parler du coup du créateur du personnage de Frankenstein et comment il a été changé au fur et à mesure. Bon là il faut on est obligé d'évoquer parce que c'est essentiel, c'est les 2 premiers films de la Universal. Ils sont pas les premiers. Hein. Oui, pardon. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un film muet qui a été fait En fait, il y a eu avant. 3 films muets. Il y a eu, Ouais, il y a eu un premier film muet qui a été fait en 1910, qui était produit par Thomas Edison, Ouais. qui est un film que vous pouvez voir de partout aujourd'hui sur YouTube. Hein. C'est un film qui fait 10 un minutes, quart d'heure et 15 minutes à peu près. C'est assez sommaire. C'est vraiment le jeune Frankenstein qui crée la créature dans son labo, mais façon numéro d'alchimie, c'est-à-dire il balance des potions dans une cuve et boum, vous avez une espèce de clown kabuki qui est vivant. Et c'est marrant parce que le monstre, à la fin, il disparaît de lui-même. Ouais. Il se voit lui-même Ah, dans un le miroir miroir. et il disparaît comme s'il était tué par son propre reflet. C'est intéressant. Oui, en fait, ça devient un Dr. Jekyll à la fin. On a vraiment que le Frankenstein est le double C'est ça. alors, ce qui n'est pas du tout le principe du bouquin. C'est intéressant Mais comment oui, on fait ça. Après, il y a eu d'autres versions qui ont été perdues. Il y a un film qui s'appelle Life Without Soul, qui était une adaptation un peu libre du bouquin, ils ont changé les noms, voilà, qui a disparu aussi. Il y a un autre film italien qui s'appelle Il Mostro di Frankenstein, qui a été fait en 1920 aussi, qui est aussi presque impossible à avoir. Et effectivement, ensuite, en 1931, le classique avec Frankenstein de James Whale. avec Boris Karloff. Ouais, et donc alors là, c'est vraiment le début du mythe moderne, on va dire. Donc surtout le premier film, déjà ce qui est intéressant, et là on parle du créateur, le Frankenstein, et c'est pas Victor Frankenstein, c'est Henry Frankenstein, ils ont changé le prénom, ce qui est assez bizarre, et je me suis posé la question de pourquoi, mais j'ai pas très bien compris pourquoi. Il faut savoir que c'est même plus l'adaptation du bouquin, c'est l'adaptation d'une version théâtrale qui a été signée Peggy Webling. Et il y a eu beaucoup de remaniements du script en fait. Et c'est marrant parce qu'effectivement, dans le bouquin, Victor, son meilleur ami s'appelle Henri Clerval. Et dans le film, ils ont mixé ils ont switché en fait. Il y a une sorte d'Igor par contre, il y a. Fritz. Ouais, donc en gros, il y a le fameux. Le fameux bossu. Le fameux bossu. Et donc ça, c'est dans ce film-là quand finalement il apparaît vraiment. Alors qu'il n'est pas, il n'y a pas de Igor dans le Frankenstein, dans le bouquin. On va toujours revenir un peu sur le bouquin en comparaison. Et il fait ça tout seul en fait. Et il gère le truc tout seul. C'est même pas un médecin ni un étudiant. Ni un baron, Ouais. c'est juste c'est un étudiant en médecine qui est fils de médecin. Ouais, c'est ça. Et c'est intéressant parce qu'on va voir à quel point le bouquin, ils reprennent les choses, effectivement, ils réadaptent. Effectivement, le premier film de Frankenstein, donc on peut dire quand même que c'est un très très grand film. Le James Whale. Ouais, très classique, mais c'est typiquement un super film. C'est le genre de film qui est super beau visuellement déjà, mais c'est le genre de film que maintenant vous pouvez voir, vous ne pouvez pas le voir sans avoir en tête des centaines de films que vous avez vus après, parce que quand vous le voyez, en fait, il est tellement à la source d'inspiration de tellement de réalisateurs et de tellement de créations que c'est... Voilà. C'est à la fois ce film-là qui a créé toutes les composantes du mythe, tel qu'on le connaît aujourd'hui, et c'est ce film-là qui a aussi créé tous les clichés autour du mythe. Sauf que quand vous revoyez le film, vous vous attendez à voir un film avec un personnage qui s'appelle Igor, or c'est pas le cas, il s'appelle Fritz. Vous vous attendez à une créature avec une cicatrice là, et en fait non. Vous attendez une créature qui marche comme ça, et en fait pas du tout. Disons que ce sont des mythes, des clichés qui se sont rajoutés. Et ce qui est marrant, c'est que ces clichés, quand du coup on pense, quand on commence à lire le bouquin, et d'ailleurs il faut lire le bouquin, on ne dit pas, mais vraiment c'est un bouquin très intéressant. Je sais pas si les gens le lisent, moi je l'ai lu à l'école, le bouquin. Moi je l'ai lu, je devais avoir 13, 14 voilà, c'est typiquement l'âge où les gens lisent ce bouquin-là. Mais je trouve que le livre n'est pas pas aussi efficace que ça aujourd'hui. Ce que dit Stephen King disait que c'est c'est un premier bouquin aussi, fait par une personne qui avait 18 ans à l'époque. C'était quand même en soi, mais malgré tout, il y a quand même une structure, il y a des choses qui n'ont quasiment jamais été adaptées avant, bien longtemps après. Et effectivement, la foule de villageois avec les fourches qui vont attaquer le monstre qui est devenu un cliché, ça c'est dans le film, c'est pas dans le livre. Le bouquin n'est pas du tout spectaculaire. Non, c'est une sorte de roman épistolaire en plus, c'est
il y a trois narrateurs en fait qui se oui, ça commence dans un bateau qui Oui, c'est raconte Walton, ouais. où un capitaine de bateau rencontre Frankenstein, je sais plus dans le pôle Le Pôle Nord, ouais. Pôle Nord. Et le mec est totalement désœuvré et Frankenstein va lui raconter sa vie et donc c'est à ce moment-là on passe à la première personne du capitaine, à la première personne de Frankenstein et à un moment Frankenstein retrouve sa créature dans l'histoire et là l'histoire va lui raconter son récit de comment il a appris à parler, etc. Donc on a trois narrations. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai que le film, comme je disais, le film de James Whale a aussi créé tout le côté spectaculaire autour de la création et la création du monde, aussi on est obligé de parler de... Parce que le monstre, pareil, dans le livre, pas du tout décrit de cette manière-là. C'est vraiment... Moi, je le voyais plus monstrueux. D'ailleurs, ça serait intéressant un jour de faire vraiment la créature comme elle est plus ou moins décrite dans le bouquin, qui est une créature beaucoup moins gigantesque, je crois. Non, c'est juste un grand type avec des cheveux longs et des cicatrices, en fait, justement, et très, très articulé, justement, qui parle beaucoup, qui accumule des connaissances, un langage, un très beau langage, enfin, une belle créature, quoi. Et surtout, la scène de la création, il dit pas comment il crée, il dit oui, j'ai juste rassemblé les appareils pour donner l'étincelle de vie à ma création, et basta, quoi. Il n'y a pas le tout délire autour de l'électricité, on sait juste que ça se passe une nuit d'orage. Ouais. Mais il n'y a aucune connexion entre l'orage et ce que lui fait. Alors que l'orage est devenu limite composante des films. Quoi. Et effectivement, la création, effectivement, là on est obligé de parler aussi du physique, du visuel de Boris Karloff dans le film, qui est devenu l'étendard de Frankenstein. Maintenant, on ne peut penser Frankenstein qu'en pensant à ce visage-là, à un point que même par exemple, Kenneth Branagh qui a fait l'adaptation de Frankenstein dans les années 90, la plus fidèle au roman, c'est vraiment la plus fidèle, hormis quelques petits ajouts, finalement, et encore, au niveau du design de la créature, proche de la version de Boris Karloff. Quoi. Il y a toujours eu ce côté un peu gigantesque, lourd, un peu massif. Donc c'est Robert De Niro qui le fait dans le film de Kenneth Branagh, mais tu sens qu'ils se disent on peut pas ne pas évoquer la créature. Disons qu'il partait du principe, si je me souviens pas, je sais plus ce bouquin, que Frankenstein il créait ça à partir de rien. Donc il pouvait pas créer un corps à échelle humaine. Donc forcément il crée un truc plus gros parce qu'il a besoin de plus de place pour mettre tout ce qu'il a. Ils disent d'ailleurs dans le Victor Frankenstein où ils imaginent un géant parce qu'ils disent qu'il lui faut le maximum d'énergie pour revienne là-dessus. Exactement. Ce qui est intéressant c'est dans le film de la Hammer où on n'a pas du tout le même design, c'est Christopher Lee qui joue la créature. On parle pas des autres films de... Si, mais je tu switches, parce que ils n'avaient pas les droits pour parce que les droits sont protégés du design de Boris Karloff, du maquillage de Boris Karloff, donc du coup ils ont dû transférer autre chose. Oui, du coup ils ont fait un truc un peu différent et plus intéressant. Je trouve que il est un peu plus cradingue, un peu plus sérieux quoi, mais en fait, plus cadavre quoi. Visiblement, ça a été une grosse galère pour faire ce maquillage-là. Le maquilleur voulait faire une espèce d'accidenté de la route. Christopher Lee. Ouais, pour Christopher Lee. Et en fait, ce que Lee lui-même a dit à l'époque, il a dit, écoutez, parce qu'il n'arrivait pas à trouver un design satisfaisant, il disait, bon écoutez, faites-en un patchwork, parce que c'est censé être des morceaux de cadre. Et ce qui est marrant quand vous voyez ce film, vous voyez que le maquillage de Christopher Lee, il s'arrête là. Et en fait, c'est juste un assemblage brut en fait. Ouais. Vous n'avez pas des cicatrices. Il a une cicatrice. Pour le cerveau, peut-être. Voilà, mais c'est tout. Un œil du chapeau là. Donc oui, donc le film de la Universal, on revient juste là-dessus, donc film super important qui a été un énorme succès à l'époque. Très très gros succès. James Whale va enchaîner sur une suite quelques années après, qui est tout aussi important, voire même moi je le trouve supérieur au premier film. Après c'est une question de point de vue, mais je le trouve plus poétique. En fait, on quitte l'horreur pour être quelque chose de plus poétique, plus étrange en fait finalement. Donc c'est La fiancée de Frankenstein, qui là aussi va imposer des codes, c'est-à-dire que du coup, la fiancée de Frankenstein, le monstre, va toujours être lié à la fiancée. La fiancée de Frankenstein n'existe pas dans le bouquin. En fait, dans le bouquin, la créature demande à Frankenstein de lui créer une femme. Ce qu'il commence à faire. Mais à la moitié, il dit c'est une horreur, je veux pas, et il détruit tout. Et on n'a jamais la vision de la fiancée de Frankenstein. Et dans le deuxième film de James Whale, on l'a. Et c'est devenu une icône hallucinante du cinoche. Alors qu'on la voit de 10 minutes à la fin. 2 minutes dans le film. Hein. Et c'est marrant parce qu'elle est jouée, parce que il est très marrant le deuxième film. Le deuxième film est vraiment magnifique, visuellement, en termes de... Et donc le deuxième film revient un peu sur l'origine du bouquin. C'est-à-dire qu'ils reviennent un peu sur le bouquin, là où le premier film, effectivement, s'inspirait plus de la pièce de théâtre.
Et donc du coup, ça commence, on revient sur la nuit de Mary Shelley avec Lord Byron et Mary Shelley. Percy Shelley. Et donc, du coup, on les voit tous les trois en train de raconter. Et là, Mary Shelley dit non, mais en fait, mon histoire, j'avais une suite. Du coup, elle raconte la suite qu'il serait censé mettre. Et du coup, c'est cette espèce de mise en abîme du film qui est super intelligente. Je trouve que cette actrice qu'on voit juste 2 minutes, c'est elle qui joue la fiancée de Frankenstein à la fin. C'est ça. Donc il y a une espèce de mise en abîme du créateur et de la créature. Elsa Lanchester. Voilà, le créateur et la créature sont mixés, c'est-à-dire que voilà, forcément c'est elle qui va un petit peu être la créature mélangée. Donc c'est assez marrant en termes de mise en abîme de voir à quel point ils travaillent chez les pour en faire elle-même la fiancée de Frankenstein finalement. Outre ça, c'est le premier cas où on a un réalisateur qui revient sur une suite. Et qui s'accapare complètement le sujet en fait. On sent que sur le premier il est encore là à faire un peu des concessions, bon, il faut faire un film qui va faire peur. Là le mec James Whale il ne cherche plus du tout à faire peur en fait, il cherche à faire une espèce de grande comédie, c'est une grande comédie noire. Avec des éléments très drôles comme le docteur Pretorius qui est un personnage de méchant assez hallucinant qui crée des homoncules, voilà, ça c'est des parties les plus bizarres et qui n'a rien à voir avec les... Non, mais c'est une espèce d'incarnation de Satan. Il crée des Lilliputiens en fait. Voilà, bon, en plus il y a une espèce de sous-texte homosexuel dans le film parce que James Whale était gay, donc il disait que le docteur Pretorius était une sorte d'homosexuel refoulé qui en fait était amoureux de Frankenstein et c'est pour ça qu'il voulait s'associer à lui pour créer une femme pour le monstre. Donc il y avait toute une espèce de sous-texte, de côté très subversif que James Whale a pu glisser dans ce film. Et il y avait aussi la parabole christique, puisque dans ce film-là, le monstre est censé être représenté plus ou moins Jésus. À un moment donné, il est crucifié il est capturé par la foule, et il y a un plan où il y a une séquence où il va chez un aveugle, il est aveugle, et du coup l'aveugle, qui dure 10 minutes, voilà, avec une séquence super touchante où l'aveugle recueille chez lui donne à manger tout ça, et le dernier plan de la séquence, c'est l'aveugle qui est en train de pleurer sur le ventre du monstre, et on voit derrière un crucifix en surimpression, voilà. Et cet aveugle-là est en fait dans le bouquin. Oui. Donc ils ont repris une structure du bouquin, parce qu'en fait la créature de Frankenstein apprend à lire en fait en espionnant une famille, toute une famille dans laquelle le patriarche est un aveugle, qui fait de la musique aussi, je crois, je sais plus si c'est exactement ça. Et au bout d'un moment, il décide de leur parler, puisqu'il apprend à parler grâce à eux, et il entretient une sorte d'amitié avec l'aveugle qui, comme ne le voit pas, ne sait pas que c'est un monstre. Et il y a toute une histoire comme ça, et cette structure-là, ils l'ont repris dans le deuxième film, du coup. Et ça va être mélangé plusieurs fois. Ça sera repris dans le Kenneth Branagh. Dans le Kenneth Branagh, et dans le Bernard Rose aussi, où il rencontre un clochard aveugle qui lui apprend à... Enfin là, il lui paye des putes, hein, c'est pas exactement pareil, mais c'est à peu près ça, quoi. Dans le bouquin, il a un nom de personnage. De Lacy, ça s'appelle dans le bouquin. C'est un des passages les plus beaux du roman, enfin c'est le plus intéressant, et c'est normal d'ailleurs, c'est fou qu'il n'y ait eu que Bernard Rose pour se dire on va faire un film que sur cette partie, quoi. Juste un des derniers points sur le film de la Universal qu'il faut qu'on parle aussi, c'est ce meurtre dans le premier film de la petite fille. Oui. Donc on répète, vous avez forcément vu le film, ou si vous l'avez pas vu, vous connaissez un peu l'histoire. Frankenstein, enfin la créature, voit joue avec une petite fille à un moment donné qui elle se rend compte, elle jette des fleurs dans l'eau, et Frankenstein elle trouve ça très, très drôle. Maintenant il n'y a plus de fleurs, donc il dit bah tiens je vais balancer la petite fille, elle va flotter. Et c'est le meurtre par l'innocence. Voilà, c'est une scène qui est assez fantastique, qui va là encore une fois être une référence, c'est un peu une scène culte très marquante, qui même dans le cinéma d'auteur, je pense à L'Esprit de la Ruche, qui est un film que Del Toro porte en triomphe. C'est un film sur une petite fille espagnole qui voit le film La créature de Frankenstein et qui est influencée par la vision de ce film, en fait, du film de James Whale, qu'elle voit dans la campagne espagnole, tout un truc comme ça. Et pareil, ce meurtre-là, il n'y a que ça que dans le film, en fait. Voilà. C'est une séquence qui a posé problème à l'époque, parce que Boris Karloff ne voulait pas faire cette scène comme ça, en fait. Il voulait plutôt cueillir la petite fille et la déposer doucement dans l'eau, et c'est James Whale qui a augmenté, on va dire, le shock factor, et qui a dit non tu la prends et tu la balances, en fait. Et du coup il y a eu une prise de tête entre les deux, et c'est une séquence qui a carrément été coupée du film dans de nombreux états américains, parce qu'ils disent c'est pas possible, on peut pas projeter cette scène là, ce qui rend la suite incohérente, puisque plus tard on voit le père arriver dans une fête de village avec le cadavre de la fille dans les bras. Et pendant des années, c'est une séquence où
quand vous voyez le film, la séquence était de moins bonne qualité que les autres parce qu'on sentait des fois qu'elle avait été réintroduite un peu. C'est un film qui a été coupé à un moment donné. Il y a une séquence quand Frankenstein donne vie à la créature, il dit oh là là, au nom de Dieu, je sais ce que c'est que de maintenant d'être un dieu, et que vous pouvez maintenant revoir dans la version restaurée du film. Et pendant des années, c'est une séquence qui a été couverte par un bruit d'éclair parce que c'était blasphématoire à l'époque. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que dans le bouquin, il y a le meurtre d'un enfant aussi, mais c'est le neveu de Frankenstein, son petit frère, William. Et en fait, c'est la créature qui le tue, mais là, le tue vraiment consciemment. C'est pas une histoire d'innocence. C'est pour le venger. La créature de Frankenstein est beaucoup plus violente dans le roman. Il est en mode vengeresque. Et il l'étrangle en fait pour se venger de son père en fait. C'est ça. De son créateur. Et du coup, c'est une séquence assez marquante, mais du coup, tu sens qu'elle est un peu en référence dans le film. Et pareil, je reprends parce que du coup, très souvent, au lieu de reprendre le meurtre de l'enfant dans le bouquin, ils vont reprendre ce meurtre de petite fille dans les différentes adaptations. Le Bernard Rose, notamment, il y a cette scène encore avec la petite fille où il balance la fille dans l'eau. Ah ouais. Et elle joue avec des cailloux, il fait des ricochets, il la balance dans l'eau, mais sauf que là, il va la sauver après. Oui. Il saute et il la sauve de l'eau. Mais voilà, il y a toujours des variations. Comme on dit, voilà, c'est vraiment des éléments qui sont rajoutés au fur et à mesure et qui ne sont pas forcément dans le bouquin, mais qui se rajoutent. Ce qui a été rajouté dans les films, c'est toute la parabole, l'espèce de le côté démiurge du personnage, le fait que le mec veut se mesurer à Dieu, alors que ça, c'est pas du tout dans le bouquin, quoi. Ce que Mary Shelley voulait faire, c'était plus un truc sur l'idée qu'un homme puisse créer, puisse donner la vie, ce que peut pas faire un homme, tout le monde ne peut pas le faire. Et voilà, et aussi l'idée, c'était un regard sur la tolérance et l'acceptation des autres. En fait. Après, il y a quand même, le fusil de Prométhée moderne, justement, évoque quand même l'idée de. Mais c'est pas aussi appuyé. Un mec qui se prend pour Dieu et qui est puni pour ça. Voilà, c'est un truc qui est vraiment constitutif des films. Oui, parce que les films vont mettre de plus en plus en avant la créature par rapport au personnage de Frankenstein, qui fait qu'au bout d'un moment, on va même confondre le personnage de Frankenstein avec sa créature. Parce qu'au bout d'un moment, Frankenstein, les gens pensent que c'est Maurice Karloff, c'est le monstre. Du coup, c'est là que c'est intéressant quand la Hammer arrive. Bon, je vais faire des sauts dans le temps parce que sinon. Oui, après, vous avez toute une série de films qui ont été faits dans les années 40. Beaucoup de gens. Oui, et donc la Hammer va reprendre le mythe. C'est le premier, ça va être le grand film de la Hammer qui va leur permettre de lancer un peu leur studio. Donc, la Hammer, ce qui est intéressant, c'est que c'est une reprise du mythe de Frankenstein par les Anglais, donc d'un bouquin anglais. Et évidemment, eux, ils vont vouloir en faire une version plus hardcore. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas les droits, donc ils ne peuvent pas vraiment faire référence ni au costume, comme on a dit, ni au visuel de la créature, ni à l'histoire connue, finalement. En fait, le bouquin était dans le domaine public à l'époque, en 1956, mais ils n'avaient pas le droit de faire un film déjà. Enfin, il était question de faire un film en noir et blanc avec Boris Karloff. Alors là, les mecs à l'université nous disent non, mais arrêtez-vous. Et surtout, ne reprenez pas le maquillage, sinon c'est du copyright et on vous attaque. Mais ces contrats ont fait qu'ils ont sûrement adapté le mieux une autre version de Frankenstein, qui là n'a vraiment aucun rapport avec le bouquin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent au centre le baron Frankenstein, donc qui est là interprété par Peter Cushing. Qui effectivement est baron sur le coup. Et là on va jouer sur l'idée que Frankenstein devient donc le baron, le docteur, c'est un psychopathe. C'est une sorte c'est lui le méchant, c'est lui le tueur, en fait c'est un anti-héros. C'est le seigneur de ces terres, c'est le bourgeois tout puissant qui en a rien à foutre des conventions sociales, le mec qui pense que personne ne peut lui dicter sa compte. C'est un démiurge, le mec autant dans les films de l'Universal, il regrette Colin Clive, il le crée, il regrette la semaine d'après, après il dit putain c'était la repentance, le côté oh là là j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Là, le mec il se fout de l'église, il se fout des institutions, il se fout de la loi. Il utilise la créature pour aller tuer sa servante qui est enceinte de lui et qui l'emmerde. Du coup, on comprend le principe du truc, on dit ok, donc c'est un psychopathe, c'est un tueur en série qui utilise des créatures pour tuer des gens. Exactement. Et du coup, ça fait un personnage totalement hallucinant. Peter Cushing, il est génial parce que du coup, il est très charismatique, mais effectivement, donc le premier film, ce qui est intéressant, c'est que c'est là aussi un flashback, mais qui commence en fait. Peter Cushing est en prison, il raconte son histoire. Et l'idée, c'est que le personnage va finir sur la potence à la fin, quoi. Guillotine. Voilà, guillotine. Donc, ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il en parle à un prêtre,
Mais au début, on croit que le mec veut se confesser et il fait non, non, je veux pas me confesser. Il dit je vous en parle parce que vous serez le seul que les gens vont croire, parce que vous êtes un prêtre. Et, euh, et c'est un film intéressant, effectivement, parce que ça reprend la structure en flashback du bouquin, même si c'est parce que ça reste une confession. Contrairement à Universal, c'est le scientifique, donc Frankenstein, qui va être la ligne directrice de toute la franchise Hammer. Alors que chez Universal, c'était la créature. Et ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est de voir à quel point, enfin c'est un huis clos là, tout se passe dans la maison du scientifique, à part une scène de sortie justement dehors dans la forêt, sinon parce que tout se passe dans le château de Frankenstein, il y a très peu de sorties dehors, on insiste beaucoup sur les échecs de la création de la créature, on recommence, au début il ressuscite un chien, ensuite il commence à ressusciter ils y vont vraiment étape par étape, on sent que chaque on va dire... chaque morceau de la création de cette créature va prendre un temps fou à se mettre en place. Il faut choper des mains, alors il doit partir chercher les mains d'un sculpteur, il faut le cerveau d'un scientifique, donc il va inviter carrément son mentor chez lui pour le buter. C'est très pervers et c'est vraiment... Et ce qui est marrant du coup, c'est que la créature, elle est limite plus innocente, mais malgré tout, elle tue. Et d'ailleurs, elle rencontre l'aveugle aussi dans le film. Il le tue. Sauf que là, la créature le tue. Il tue l'aveugle et il tue le petit-fils de l'aveugle, qui est un petit gamin avec eux. Ouais, c'est un film... c'est vraiment l'inverse. L'idée, c'était comment on fait pour casser le... Mais c'est ça, et faire que tous les personnages soient plus ou moins des salopards, parce que la créature, vous avez aucune affection pour cette créature, c'est parce qu'elle n'a pas d'esprit, c'est juste un cadavre qui avance avec un cerveau complètement ramolli, donc il n'y a pas de... Christopher Lee, c'est pas le... Elle n'a pas de seconde nature en fait. C'est pas le meilleur film de Christopher Lee, je pense. En termes d'interprétation, il n'a pas grand chose à faire. Mais il va exploser après avec Dracula. On l'a choisi parce qu'il était grand. Oui, parce qu'il était grand. Il est pas mal, hein, mais c'est pas non plus... C'est pas le meilleur film de la Hammer non plus, moi c'est un film que j'adore, même si je pense qu'il y a certaines suites qui sont supérieures. Notamment le deuxième, la revanche de Frankenstein, où il arrive enfin à créer un être parfait. Il mixe ça avec les thèmes du cannibalisme. Et le cinquième film, le retour de Frankenstein, qui est un truc super nihiliste et super sombre, mais encore plus sombre que celui-là. Celui-là reste encore moralisateur, parce que on a le Frankenstein qui certes est misanthrope, tueur, c'est ça, mais il y a la contrepartie humaniste qui est représentée par son ami. Son ami et la femme qu'il doit épouser. Voilà, Elisabeth. L'idée, c'est qu'il cache un peu sa nature de salopard, en fait. C'est ça, ce qui est séduisant, en fait. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est effectivement, on a cet ami-là qui remplace plus ou moins Igor, mais de façon beaucoup plus noble, finalement. Et qui est son mentor, en fait. Voilà, c'est le mec qui va l'aider un peu à gérer, et qui se pose la question, et c'est encore une chose qui va être repris, ensuite, comme on a dit, dans Victor Frankenstein, ils reprennent encore l'idée du héros, du second rôle qui aide le créateur et qui se pose la question de est-ce que ce mec il est fou ou pas. Derrière là, il mixe avec Igor totalement. Oui, moi je suis d'accord, c'est sûrement une des meilleures adaptations, mais alors là on s'éloigne très loin du mythe, et ce qui est marrant c'est que là ça va donner toute une... ça va être l'inspiration de plein de personnages de films d'horreur, du savant fou qui crée... Parce qu'à chaque épisode il crée de nouvelles créatures. Il s'arrête pas... C'est ça. Alors que encore dans le roman, il s'arrête à la créature et basta. Oui, et puis bon, des fois, c'est lui-même, il affronte la mort plusieurs fois. Des fois, il meurt et il revient. Des fois, dans le deuxième film, il y a un truc incroyable, mais que j'ai pas envie de vous spoiler parce que c'est juste énorme. Il change de corps, quoi, limite, tu vois. Et c'est vraiment une super franchise, la Hammer, parce qu'ils ont une qualité d'écriture qui est hallucinante. Mais au bout d'un moment, ils cherchent des nouveaux thèmes à gratter, tout en gardant Peter Cushing en... Voilà. Alors il y a un film sans Peter Cushing de la franchise, qui est une sorte de remake du premier film. Ouais, les horreurs de Frankenstein. Avec le mec qui va faire Dark Vador, c'est ça, qui joue la créature. David Prowse. Voilà, qui va jouer la créature pendant 2 films, notamment celui-là. Et là, c'est un autre acteur qui joue le personnage, c'est une sorte de remake un peu ironique. C'est Ralph Bates. Et moi, je trouve assez intéressant ce film, mais c'est un film, alors là, il est encore plus méchant que Peter Cushing. Je suis pas très fan. Oui, je suis pas très... Il est, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'il est quasiment ironique, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Ah oui, c'est une vanne. C'est une vanne, quoi. Et le film se termine quasiment sur une vanne, c'est-à-dire qu'ils ont tout fait ça pour rien, en fait. Il y a un truc du genre, tout ça n'a servi à rien. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que... Pourquoi ils ont fait ça, quoi. Enfin, c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. On va justement aller sur ce qui va se passer après, les films de la Hammer. Frankenstein, il y a un mythe qui a peut-être été
tellement cannibalisé, on lui a pris des morceaux de son corps pour en faire un film de serial killer d'un côté, un film de créature de l'autre, que le personnage va aussi être dans beaucoup de groupes, il va être dans Monster Squad, il va être dans je sais pas combien de films ailleurs, en fait, dans Van Helsing, le film de, je sais plus, de Summers. Summers, ouais. Et donc, du coup, le mythe et le vrai film, enfin la vraie histoire, elle va être moins utilisée. Finalement que d'autres comme le mythe de Dracula. En fait, il va y avoir plusieurs adaptations dans les années 70. Il y a une adaptation, un téléfilm avec Jane Seymour, justement, Dr. Quinn, qui joue justement la créature femelle, mais qui est une adaptation qui s'appelle Frankenstein The True Story, qui effectivement reprend le cadre du bouquin, mais qui va vraiment extrapoler sur ce qui est dit dans le bouquin, notamment dans ce film-là, la créature c'est un beau gosse, mais qui régresse petit à petit. Il y a plein de trucs qui ont changé, mais c'est un film très intéressant, c'est un téléfilm universal, mais très très beau, avec James Mason dans le rôle de Dr. Polidori, justement, qui est inspiré du médecin de Lord Byron. Il y a une autre version qui a été faite en Suède, qui s'appelle Victor Frankenstein, qui est vraiment une adaptation texto du bouquin, qui est un film qui a un petit peu été oublié, mais qui reprend la créature telle qu'elle est écrite dans le bouquin, c'est-à-dire c'est juste un grand mec avec des lèvres noires, avec des cheveux longs. Donc, voilà, il paraît que c'est un très beau film, c'est limite filmé comme un. C'est vrai, il n'est même pas cité dans les listes. Non, mais elle existe, voilà, il y a eu ça. Il y a eu une autre adaptation, je crois que c'était avec Randy Quaid, qui était fait au début des années 90, qui est une adaptation du roman, mais on va dire très synthétisée. Et il y a eu la version de Kenneth Branagh en 94. Donc, on va revenir un peu dessus, parce que c'était un peu la grosse adaptation. De l'époque. Je sais pas si elle précède Dracula Coppola ou c'est après ou avant ou après, mais c'est un peu. Coppola devait faire un diptyque, il devait adapter Dracula et adapter Frankenstein. Il devait réaliser les deux, sauf qu'il ne pouvait pas faire Frankenstein et du coup il l'a produite, mais il a quand même demandé à un autre réalisateur de faire le film, et donc Kenneth Branagh. C'est vrai que du coup on peut voir les films comme effectivement quand même comme un diptyque, dans le sens où c'est le Dracula et le Frankenstein sont l'idée de refaire ces films-là en revenant à l'origine, donc c'est-à-dire au bouquin. C'est-à-dire qu'on refait, on essaie de réadapter les bouquins le plus fidèlement possible, mais avec une petit détail qui est qu'on n'oublie pas que il y a eu 30 films d'avant et qu'il faut quand même rendre hommage. La nouveauté. Voilà, il faut quand même rendre hommage à ces films. Donc déjà le Dracula, il reprend le côté épistolaire et tout du Dracula, mais il va rajouter des petits trucs en plus et tout, parce que les gens attendent ces choses-là. Et c'est pareil dans le Frankenstein. Donc là, c'est Kenneth Branagh, c'est Darabont qui écrit le scénario. Darabont qui dit, je le cite, il dit c'est le meilleur scénario que j'ai jamais écrit et c'est le pire film que j'ai jamais vu. Et il a pas tort. Il avait dit, mais c'est vrai. Tu dis, putain, l'histoire elle est bien, mais c'est pas bien, c'est pas bien foutu. Il avait dit, en plus à l'époque, je me souviens, il a dit si Mary Shelley devait choisir entre, je pense qu'il n'avait pas encore vu le film, si Mary Shelley devait choisir entre la version de De Niro, parce que c'est De Niro qui joue le monstre, et la version de Karloff, je pense qu'elle prendrait la version de De Niro. Ce qui n'est pas forcément sûr quand on voit le résultat final. Parce qu'effectivement, c'est très fidèle. Le script est génial. Le script est excellent. Moi je le vois, ça m'évite de relire le livre. À la limite, c'est plutôt ça, quoi. Ouais, mais quand même. Mais bon. Alors, Kenneth Branagh joue et réalise et joue dans le film. Comme à son habitude. Donc, il joue le Victor Frankenstein, il joue le héros. Et effectivement, Robert De Niro, ils ont quand même réussi à choper, qui était à l'époque quand même très haut, Robert De Niro pour jouer de la créature. Il joue deux rôles dans le film de Niro. Il joue qui déjà ? Il joue le rôle en fait de la créature, et il joue le rôle d'un mec, d'un malade, d'un estropié qui vient voir le docteur Waldman, qui dit ah vous tuez les pauvres gens et tout machin. Et c'est un mec, il joue le mec qui se fait pendre. Ah oui, c'est ça. Voilà, il joue ce rôle-là aussi, qui est un des mecs qui va servir à la base de la création de la créature. Alors moi c'est marrant parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé à l'époque, mais aujourd'hui je me rends compte que c'est ultra surfait, c'est très grandiloquent, c'est très emphatique à coup de steadicam constante, des caméras, des travelling circulaires. En fait, ils avaient un budget de taré et ils ont fait péter. C'est les années 90, donc tu le sens. La coupe des cheveux des gens, le visuel. Ça a de la gueule, hein. Ouais, c'est un film qui est grandiose. C'est beau, mais c'est très ambitieux. Mais d'ailleurs, comme le Coppola, le Dracula de Coppola, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils équilibrent mal le truc et ils mettent beaucoup d'argent pour le visuel, mais ils apportent pas grand chose de plus en fait. Et effectivement, moi je me rappelle la créature, elle se fait créer, il a des anguilles
Oui, pour Zangief créer électrique. des zombies électriques pour créer la créature. Et à chaque fois que je voyais les zombies, je me dis pourquoi ils ont acheté des zombies Alors, quoi. moi j'adore la séquence de la création. J'aime bien quand ils tirent C'est et puis une espèce de ils clip, montent, c'est une espèce de c'est un clip truc géant. de- Ah oui, de fou. en Sachant fait- qu'il y a deux créations dans le film. Ouais. Il y a deux créatures. On va mini spoiler parce que ça fait c'est les années 90 les gars, on s'en fout. Donc je le dis quand même, c'est pour que vous voulez avoir la surprise. La seule chose qui change par rapport au bouquin, C'est la fin. c'est qu'en fait dans le bouquin, la fille, il est amoureux d'une femme qui doit épouser depuis très longtemps. Et dans le bouquin, Elisabeth. la créature le tue durant la nuit de noces, ça bien aimé. Il étrangle sa femme. Et c'est l'ultime faute, et là il va essayer de se venger, et là il jure de tuer sa créature. Cette scène est magnifique, enfin elle est super bien dans le bouquin, elle est assez marquante. Là ils font la même chose, alors je Sauf sais que s'il lui arrache le cœur aussi Dans le film, dans le bouquin, De Niro dans le film il arrache dans le le cœur. bouquin, il étrangle, donc Oui. c'est plus subtil. Et en fait, c'est plus poétique dans le Oui. bouquin. Alors là, Là, dans il, le film, De Niro, il lui arrache le cœur, il fait tiens, regarde, c'est moi. moi je tiens à ma promesse. Ouais. Et ensuite, il balance son cadavre sur une bougie, donc ça fait qu'elle a le visage cramé. Et là t'as Kenneth Branagh qui dit oh Dieu, c'est pas possible. Et là il dit, alors qu'il a juré de ne pas refaire la fiancée la fiancée à la fin depuis le début, il se dit je vais en faire revivre ma femme. Oui, en la combinant avec des morceaux de la soubrette. J'ai oublié ça. De la servante. J'ai oublié. Qui s'est effectuée un peu plus tôt que le film et qui devait être justement la base de la créature femelle. Donc, Donc, il mélange les deux. Et là tu dis ah ok, ils sont pas pu s'empêcher de faire une référence à la fiancée de Frankenstein parce que les gens attendaient la fiancée. C'est pour dire, c'est-à-dire que les gens maintenant même quand tu lis le bouquin d'ailleurs et qui dit je vais créer la fiancée, t'attends le moment où il y a la fiancée qui va arriver comme dans les films. En fait elle arrive jamais. Donc là ils la mettent. Et c'est là où tu dis ah c'est pour ça qu'ils ont pris Helena Bonham Carter parce qu'elle ressemble à la fiancée de Frankenstein déjà, elle a le visuel. Tu dis parce que c'est pour ça qu'ils l'ont pris parce qu'au début tu crois pourquoi tu dis ah Oui, bon, c'est parce qu'elle était déjà mariée avec Kenneth Branagh aussi. elle était mariée avec elle. Bah, non, mais oui, mais je sais, elle pousse les réalisateurs. en fait. Exactement. Pas faire. Donc t'as une scène totalement n'importe nawesque parce qu'il la crée et là c'est la fiancée de Frankenstein mais et t'as De Niro et là il essaye de la faire bouger. T'as quelqu'un qui dit viens. Dis bon non. Et là t'as De Niro qui arrive mais vraiment par une porte et commence à danser avec elle et là elle danse et je sais plus comment ça finit, il faut que ça finisse. Bah, en fait, elle se brûle. En fait. Elle prend une lampe à huile, elle fait parce que c'est pas encore parlé, et elle se brûle le truc au-dessus de la tête. Et ben elle part en mode je suis une torche humaine, et bon, ben elle se plante, elle il y a meurt. cette scène où t'as De Niro qui danse avec elle Ouais. et quand elle fait et là tu te dis mais ça n'a Et en fait, rien à voir et avec le elle- bouquin, et elle- ils sont partis en Et elle a des flashbacks, pendant qu'elle danse, parce que vu qu'elle sait pas encore, elle sait pas marcher, elle est désarticulée, donc elle est comme Oui, c'est ça. ça, c'est un peu marionnette quoi. Bon. En fait, c'est lui qui danse, c'est Frankenstein qui danse avec elle, parce qu'il lui remet sa robe de mariée. Et ensuite, De Niro lui fait oh tu es belle, viens. Oui, Et au début, elle est attirée, et ensuite elle est complètement confuse, et ensuite elle se suicide. Voilà. Ce qui donne une séquence assez On dérangeante. dirait le début d'une partouze un peu bizarre quoi. entre deux, enfin deux. Mais gros casting Chelou. aussi, hein. Vous avez John Cleese, vous avez Ian Holm, vous avez toute on va dire, C'est un peu le film à Oscar, enfin ça Ouais, se voulait être le film à Oscar sur Frankenstein. ouais, bon, quand même. Ça ne l'est pas. Mais Alors, pour information, le manteau que porte Robert De Niro a été recyclé dans le Pacte des loups. C'est le manteau que porte Vincent Cassel quand il appelle la bête du Gémeaux. et De Voilà. Niro, d'ailleurs le plus grand problème du film, c'est quand même De Niro qui a beau être un très grand acteur. Trop connu. Tu peux pas jouer la créature de Frankenstein quand tu mets De Niro. Trop Quoi. connu. Tu vois juste De Niro avec 3 cicatrices et ils sont censés te faire croire que c'est la créature. Et tu ne rentres pas dans le film à cause de ça. Quoi. C'est vraiment le problème. Pourtant, le maquillage était réussi. Hein, Ouais, mais tu vois bien que c'est De Niro. Bah, c'est ça. Limite, ils auraient dû mettre De Niro, Al Pacino et les couper en deux. Tu vois. Ça aurait été marrant. Ça aurait été drôle. Tu vois, on va prendre les deux grands acteurs des années 80-90, on va les fusionner. Ce qui serait Ça aurait été intéressant, ce serait de faire un film un jour où un même acteur joue La créature. et le créateur. C'est ce qui a été fait en pièce de théâtre Par par Danny Danny Boyle. Boyle, donc où Cumberbatch Cumberbatch et Johnny Lee Miller. voilà, joue chaque jour en fait, il changeait et Hyper l'un muté, jouait ouais. la créature et l'autre jouait le créateur. Ouais, hyper muté. Et donc pièce de théâtre qu'on ne peut pas du tout voir puisque les créateurs ne veulent pas sortir en DVD. C'est dommage. Le truc. Donc du coup, C'est dommage. on doit être obligé d'attendre qu'un jour il le sorte ou je ne sais pas ce qu'il en fait. C'était passé dans les cinémas par contre, je me souviens d'un Oui, il avait passé en direct en Angleterre. Ouais, Il ouais. avait passé en Angleterre dans les cinémas en même temps qu'effectivement ils avaient fait une sortie. Mais du coup, pour l'instant, c'est préservé. Mais c'est vrai que c'est une adaptation qui est super intéressante. J'aimerais le voir ça.
Bon, bah voilà, je veux dire, après le Branagh, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense qu'il a, il a Non, mais explosé le mythe. c'est un film, je trouve, dans lequel il y a des belles choses, notamment le visuel qui est intéressant. On revient à l'aspect très naturaliste du bouquin en film. Bah, t'as le plaisir de te dire, ah, enfin, ils vont aller sur le bouquin. Comme dans le Dracula, de dire, ah, enfin, Voilà. on va aller sur le bouquin. Il y a le Et côté voilà, aussi, c'est ça, la musique de Patrick Doyle qui est hallucinante. C'est la première fois dans le film où on voit cette espèce de 19e siècle, un petit peu pourri, un petit peu dégueulasse, ravagé par la maladie. Et puis le concept de développer la création du monstre en partant sur une idée de bah voilà, le mec d'un côté il va prélever du liquide amniotique sur des femmes enceintes qu'il va balancer dans une cuve et qu'il va mélanger avec des anguilles électriques pour donner. Il y a des trucs qui sont intéressants, cette idée de science brute qui fonctionne, et il met la créature dans une espèce de cuve géante qu'il va mettre dans un feu de bois pour que le truc diffuse de la chaleur. C'est pas inintéressant. Moi je trouve que c'est un film qui a plein de trucs, et puis même le look de Kenneth Branagh, l'espèce d'avoir un Frankenstein un peu jeune barbu aux cheveux longs, ça change un peu du truc, même s'il est clairement 10 ans trop vieux par rapport au personnage qu'il est censé jouer. Et c'est marrant parce que dans ce film-là, il tue des personnages qui survivent dans le bouquin, et les personnages qui survivent dans le bouquin, il switch quoi. Notamment son meilleur ami Henri Clerval qui meurt dans le bouquin, bah, il survit. Il y a plein de trucs qui changent. Le plus intéressant dans le film, je trouve que c'est les séquences sur le navire au début et à la fin qui sont reprises limite telles quelles sur le bouquin. Et le final, je trouve, est meilleur que dans le bouquin. L'idée que la créature se sacrifie avec, en étant sur le bûcher avec son créateur, c'est intéressant. Alors que dans le bouquin, il se contente de partir dans le nord. Il part. Je me rappelle, je croyais qu'il part. se brûlait. Non, il s'en allait. Il se fond dans la blancheur, justement, il part et très loin. Moi, même quand j'y pense, c'est peut-être mieux dans le bouquin parce que c'est plus suggestif. Dans le bouquin, le Frankenstein meurt d'épuisement. Comme dans le film de Branagh d'ailleurs. Et c'est marrant parce que je me suis toujours dit qu'il faudrait y glisser une scène où les deux pourraient se parler avant que Frankenstein meure, qu'ils puissent se confesser. Est-ce qu'on se pardonne? Il y a eu une pièce de théâtre, je crois, où il y a cette scène dans les années 80. C'est possible. D'ailleurs, on va peut-être pour conclure, parce que c'est un peu le dernier gros film. Après, il y a le Baron Victor qui est sorti, il y a Bernard Rose et tout, mais depuis les années 90, ça a un peu enterré le. Il y a eu des adaptations, il y a Marcus Nispel, le mec qui a fait Massacre à la tronçonneuse, qui avait fait une version qui était produite par Scorsese, et que personne n'a vu parce que c'est un pilote avec Vincent Perez. On n'a pas parlé du Frankenstein s'est échappé de Mel Brooks. Oui, parce que c'est une parodie. Ouais, mais c'est un chef effectivement. C'est un des meilleurs films sur le sujet, quoi. Mais... Il y a eu ça, il y a eu Cher pour Frankenstein, le film produit par Andy Warhol, que moi je déteste parce que c'est vraiment dégueulasse, on part vraiment sur de la nécrophilie, c'est pas terrible. Et il y a une version de Roger Corman aussi. Dans les années 90. Il va dans le futur, il part dans des. Ça s'appelle La Résurrection de Frankenstein. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque film Frankenstein, t'as un mot qu'ils peuvent pas s'empêcher de dire on va pas adapter finalement le truc, on va partir dans un délire. Ça va dans le futur, ça va dans le truc. Enfin, tu dis c'est marrant, ce personnage, c'est un mythe qui est tellement particulier. Du coup, il adapte. Tu sais qu'il y avait aussi un téléfilm, alors ça c'est intéressant, dans les années 2000, avec William Hurt, Donald Sutherland et Jean Rochefort, qui jouaient le rôle de l'aveugle. Et Luc Goss, le mec qui jouait dans Blade 2 et dans Hellboy 2. Le fameux. Qui faisait le Nomak, et qui jouait le rôle de la créature, qui était un téléfilm qui était très fidèle au bouquin. Ils en ont fait beaucoup en série télé au final. Et moi, c'est ce que je. Après, bon, alors là. Excusez-moi, c'est un peu décousu, comme la créature. C'est des morceaux, quoi. Morceaux choisis. Ce qui est assez intéressant, donc effectivement, il y a eu une version horrible dans le Van Helsing de Sommers. Tout est horrible dans le Van Helsing de Sommers. Le Frankenstein n'est pas plus horrible que le Dracula. Dans le Dracula, c'est le pire. Dans le Dracula, un jour on reviendra sur le personnage de Dracula, mais là il y a. Alors ça c'était chaud. En termes d'excentricité. Il y a ça, il y a. Le High Frankenstein avec Aaron Eckhart, chef-d'œuvre. Qui d'ailleurs reprend un peu le début du film. D'ailleurs, qui est très proche, parce que l'idée c'est qu'ils doivent recréer une créature quand même avec c'est une catastrophe. Non mais c'est mais il est drôle hein. Il est drôle, je trouve qu'il a des abdos Frankenstein. Ah non mais justement le parti pris c'est que le monstre Frankenstein il est sexy là. Ah bah je suis Frankenstein. Ah bah je m'appelle Adam. Oui, il s'appelle Adam. Et j'ai croqué ma pomme. Non mais c'est hallucinant. Et effectivement il y a eu donc là récemment il y a eu Frankenstein Chronicles où t'as Sean Bean qui est un flic qui enquête sur des cadavres retrouvés sur des baies à Londres et qui en fait va au fur et à mesure se relie avec, on comprend que c'est Frankenstein, enfin qu'il y a derrière un mec qui va créer un monstre avec des cadavres. Il y a aussi le
Penny Dreadful. Penny Dreadful, qui est franchement une nature super intéressante. Surtout que là, le Frankenstein, l'acteur qui joue Frankenstein, est super jeune. Et il est, donc du coup, il joue d'ailleurs c'est un Frankenstein héroïnomane, donc qui se drogue, qui en fait dès le début en fait il a déjà créé sa créature. Et donc tu as l'histoire de la créature et du personnage, et les deux se... Et la créature est d'ailleurs assez fidèle au bouquin, c'est un personnage très littéraire, etc. Plus littéraire que le créateur, que Frankenstein. Et par contre il va créer d'ailleurs avec Billie Piper, qui est la jeune... qui est la fille, une blonde anglaise, qui est très bien, et qui va jouer là aussi la fiancée de Frankenstein. Ils vont adapter, mais en fait là on joue sur un personnage qui crée encore d'autres personnages, mais c'est vraiment une version intéressante. Mais voilà, elle est mixée avec Dracula, les loups-garous et tout, donc c'est un mix total. Moi ce que je pensais dire sur Frankenstein à la fin, c'est qu'au final le mythe et le personnage, même si on le revoit plus finalement, des personnages de savants fous qui créent des créatures ou des monstres, des robots, j'en sais un peu importe. On a encore l'expression avec Iron Man récemment. Oui, avec c'est en fait il est partout quoi. En fait, il a été divisé, infiltré dans tout en fait. C'est-à-dire qu'effectivement dans n'importe quel film de super-héros, vous avez à un moment donné une restructuration du mythe de Frankenstein. Là, il y a eu Iron Man, ou même lui-même dit on est des savants fous. C'est ça. Et Ultron, c'est ça, c'est toujours l'idée de la créature qui se retourne contre le mal. On a tellement de trucs en fait qu'au final, il n'y a peut-être plus besoin de faire des films sur Frankenstein. Disons que ça a contaminé la pop culture à presque tous les niveaux. C'est une image qui est tellement forte, l'image du médecin qui crée sa créature, la créature qui se retourne contre son créateur. C'est tellement mixé. Enfin, il y a tout, quoi. On a tout ça. Du coup, effectivement, le mythe il s'est un peu désagrégé, il est un peu dans tout. Parce que c'est le conte moral aussi, je pense, qui est c'est la moralité qui et l'idée d'avoir une créature qui finalement pure, mais qui est pervertie par l'humain, c'est aussi un thème qui est intéressant parce que ça nous renvoie à notre propre potentiel, mais aussi à nos faiblesses en tant qu'être humain. Et je pense que ça, c'est plus intéressant que les pseudo-thématiques des murges, genre il faut pas imiter Dieu, tout ça, parce que finalement... Ça c'est... Au fur et à mesure du temps, ça s'est réduit. C'est ça. Il faut dire que la religion est devenue moins forte. La religion, pour moi, elle est plus pertinente dans le mythe du vampire, où justement on s'en sert comme d'un artefact mythologique pour combattre le mal. Quoi. Le jour où on va parler de Dracula avec Dracula 2000, il faut parle pas de malheur. Hein. Ouais, mais c'est mieux. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va peut-être terminer. C'est quoi ton préféré si tu devais citer 3 grands films de Frankenstein à voir? Si je devais faire un top 3, je prendrais alors les 2 films de James Whale sont quand même énormes, quoi, parce que c'est c'est chaud. C'est un diptyque. Ouais, c'est un diptyque. C'est vrai que les deux sont à voir. Bon, je vais parler, on va dire en bloc, je prends les 2 films de James Whale, Frankenstein et la fiancée de Frankenstein. Il y aurait de la Hammer, ensuite le Frankenstein s'est échappé, et le 5e film, le retour de Frankenstein, toujours avec Peter Cushing. Et on va en prendre un petit dernier. Je mets le Frankenstein Junior de Mel Brooks parce que pour moi c'est à la fois un film qui synthétise parfaitement le mythe mais tout en étant très drôle en fait. Et je pense que c'est bien aussi de se moquer des mythes souvent. Il a été très vite parodié aussi quoi, l'histoire. D'ailleurs même dans les films de l'univers des suites d'après. Abbott Costello comme Frankenstein c'est très bien. Voilà, par exemple. Oui, mais moi c'est à peu près pareil, sauf que je conseillerais de te jeter un coup d'œil au Bernard Rose notamment. Oui, le dernier, je l'ai pas vu, moi je vais le regarder. Mais bref, il est vraiment intéressant. Vous appelez le Victor Frankenstein McVoy, qui est joli, mais pas très intéressant. Soigné esthétiquement. Mais le Bernard Rose est très série B, Z, mon mec a fait Candyman quand même. Faut lui faire confiance, il a un super réalisateur. Ouais, c'est un peu perdu, mais ouais, c'est un réalisateur intéressant. Et juste pour le dire, on attend un jour le fameux Frankenstein del Toro, qui jure de faire et de dire que c'est... Mais il dit tellement que c'est le personnage qu'il veut. Il faut savoir qu'il a quand même une chambre Frankenstein, avec que des statuettes de Boris Karloff chez lui, donc on se doute que le mec... Dans sa Bleak House. Ouais, c'est ça. Et en fait, il dit qu'en fait, il a une idée d'un film de Frankenstein, mais qu'il a besoin de quelques années, enfin qu'il a besoin de temps pour le faire, et il dit que ça serait une idée qui mélangerait le bouquin et autre chose. D'accord. Et qu'il a une idée pour le visuel de la créature qui serait intéressant. Donc j'espère qu'on va pouvoir un jour... Moi c'est un peu beaucoup de gens attendent Mountain of Madness, mais moi j'attends un jour qu'ils puissent chercher ça. Quoi. J'espère que ce sera pas une arlésienne, j'espère que ce sera vraiment un film qu'il va pouvoir faire. Il y tient. Mais c'est limite trop parfait quand il pense. C'est pour ça qu'il dit lui-même qu'il a besoin de... Non mais ça serait pas l'histoire d'origine, ça serait une autre histoire.
avec des éléments, mais le mec, c'est le mec pour pouvoir en faire quelque chose d'intéressant, quoi. Justement, qui serait sûrement du point de vue de la créature. Mais... Quand tu vois ce qu'il voulait faire avec Monte Cristo, tu te dis qu'avec Frankenstein, ça serait un truc superbe. Ouais, non, je suis d'accord, je pense que c'est le film. Et notamment, je crois qu'il y a eu des projets d'adapter la vie de Mary Shelley aussi. Ça a été fait. Il y a eu un film qui s'appelait Gothic avec Gabriel Byrne et Natasha Richardson qui a été fait dans les années 80. Qui s'appelle Gothic. C'était un film avec comment il s'appelle, Ken Russell. Ouais. Et là, ils vont en faire un autre avec Elle Fanning. Ouais. C'est plutôt une bonne idée. Ouais, enfin bon, ils auraient pu prendre une actrice anglaise pour jouer. Ce que je veux dire, c'est que dans Crimson Peak, le personnage, je le trouve, de Mia Wasikowska, c'est une sorte de Mary Shelley groupie, quoi. Enfin, c'est sûr. Une version de Mary Shelley, c'est Mary Shelley qui aurait une autre histoire. Exactement. Exactement ça, quoi. Bref, voilà. Comme quoi, on entend toujours parler de quelqu'un quelque part. Voilà, de sur ce, on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à dire vos réactions. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles émissions. Et puis on filmera peut-être l'arrivée de Philippe en âge après 2 heures de grève. It's alive!